Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler. Rome face aux barbares. L'empereur Valens mène personnellement une armée romaine vers Andrinople, dans l'espoir d'écraser les Goths. En dépit d'avoir marché toute la journée, les Romains ont la supériorité numérique et décident d'attaquer. Nous sommes en 378. Les Goths veulent dorénavant une implantation durable dans les frontières de l'Empire, alors qu'auparavant, les Germains, par exemple, en 276, avaient mené un raid en Gaule jusqu'aux Pyrénées, mais ils étaient rentrés chez eux. En un siècle, le danger que représentaient par instant les barbares de l'extérieur est devenu une question centrale. Mais l'Empire tient. Il s'est segmenté pour être plus opérationnel. Il a su aussi segmenter les barbares. Il en achète certains pour les retourner contre les autres. Et dans les désordres qui caractérisent les successions, il confie son sort à des généraux d'origine barbare parce qu'ils ont intégré les codes, mais qu'en principe, ils ne revendiquent pas la pourpre. Sauf que, une génération après Andrinople, en 410, l'un de ses généraux, Alaric, met Rome à sac, serait-il le chef d'une 5e colonne dissimulée dans l'Empire. En tout cas, dans l'affaire, l'empereur ne perd pas le pouvoir. La chute de l'Empire fut un lent glissement, non pas une chute à la verticale, une sinusodéide. Et s'il y a une énigme dans cette période, c'est celle de l'acculturation. Acculturation, adaptation de chacun à la culture étrangère avec laquelle il est en contact. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Bruno Dumézil. Bonjour Bruno Dumézil. Alors je ne sais comment vous présenter. Tiens, j'ai utilisé des termes savants d'une façon acrobatique. Vous êtes tardo-antiquiste et proto-médiéviste. Oui, c'est ça. Vous faites la moue. Entre le 5e et le 6e siècle, mon cœur balance, oui. Et puis, vous faites aussi de l'acrobatie, parce que une année, c'était aux éditions du Seuil, il y a peu, vous faisiez un livre très cursif, Les barbares, expliqué à mon fils, quelques dizaines de pages, et puis là, vous pilotez une entreprise de 1500 pages avec je ne sais combien de collaborateurs, Les barbares, un dictionnaire des barbares, aux presses universitaires de France. Oui, on va dire que le fils a grandi, qu'il a besoin d'un peu plus de documentation, et donc là, il fallait expliquer l'inexplicable, ce qu'est la barbarie. Est-ce qu'il y a l'article acculturation ? Il n'y a pas d'article acculturation parce qu'elle est variable selon les civilisations. Vous avez la romanisation, mais pas véritablement l'acculturation. On va prendre un exemple. On peut traduire acculturation en partie par mobilité. Un exemple qui montre combien le sujet des barbares intéresse de nouveau aujourd'hui. Un des plus intéressants masters que vous ayez dirigé ces temps-ci était consacré à la mobilité sociale chez les barbares. Oui, effectivement. Le barbare, lorsqu'il entre dans l'Empire romain, casse la société et permet soudain à des esclaves de monter, parvenir à des postes de hauts fonctionnaires. Inversement, on voit des sénateurs qui se retrouvent dans la rue à mendier. Et qui a fait ce master ? Alors, c'est un étudiant qui avait d'autres fonctions, qui dirige plutôt des activités d'entreprise, dira-t-on. On peut dire qu'il dirige une ligne de métro, oui. Non ? C'est tout à fait intéressant. Alors, un article... Étymologie, c'est peut-être le plus long article. Les Romains, quand ils utilisent le mot barbare, les Romains préfèrent considérer qu'il y a une seule civilisation, la grecque et la romaine, et les Grecs se résignent à ce qu'il y ait une civilisation gréco-romaine. Pour les Romains, c'est tous ceux qui sont autres. Oui, pour les Romains, le barbare, c'est celui qui n'appartient pas aux frontières politiques de l'Empire romain. C'est pas quelqu'un qui parle forcément une langue différente, qui a une culture différente, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la domination politique de la cité romaine. C'est pas quelqu'un qui ne maîtrise pas l'écrit ? Non, parce que les barbares considèrent pendant un temps que être romain, c'est pas forcément apprendre le latin. On peut continuer à parler l'arabe, à écrire le grec, et être ou non dans l'Empire romain. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas la culture qui décide, c'est simplement le choix d'obéir à l'empereur ou de ne pas y obéir. Ben voilà, c'est aussi l'apparence. Il y a un article lait et beurre, ça c'est la nourriture. Et il y a un article poils et cheveux, ça c'est l'apparence. C'est l'apparence, mais c'est l'apparence vue par les Romains. Le barbare sent mauvais, donc bien entendu, il utilise du beurre. Les Romains ont une horreur absolue du beurre, alors que eux s'enduisent, comme tous les civilisés, le corps d'huile d'olive.
Et puis, le barbare est forcément poilu, puisqu'il habite dans des forêts touffues, et donc on imagine qu'il a une apparence physique qui copie son environnement. En pratique, lorsque le contact est réel, lorsqu'un Romain rencontre un barbare, il a la surprise de découvrir que les barbares sont généralement rasés. Ah bah, c'est pas le cas de ce héros d'un épisode de la série Rome. Vous savez, la série Rome, c'est l'équivalent de la Maison Blanche pour le 1er siècle de notre ère. Voilà un jeune aristocrate qui revient à la maison. Il est retour de la guerre contre les barbares. Imaginez des cheveux jusque-là et des moustaches énormes et une puanteur incroyable. Ils ne se lavent jamais et ne mangent que de la viande crue. Mais en revanche, ils ont une coutume admirable. Ils règlent leurs différends politiques par des combats à mort. Je trouve que c'est une excellente idée. Effectivement. Mère me pousse toujours à faire de la politique. Parce que c'est un devoir et une tradition dans notre famille. Depuis plus de 500 ans. Peut-être, mais c'est tellement ennuyeux, je trouve. Si notre Sénat adoptait le style germanique, j'assisterais aux séances sans l'ombre d'une hésitation. Plus de débats interminables, ni de procès. Rien d'autre que des glaives, ce serait plus divertissant. Alors, ils sont pas nets en matière d'hygiène, mais ils sont plus nets en matière de décision. Parce que on peut les considérer, c'est l'ambivalence de leur présentation des barbares au 1er siècle, à la fois comme inférieur peut-être sur le plan de la culture, mais supérieur sur le plan de la vertu, au sens courage. C'est ce que pensent un certain nombre de moralistes romains, dont le plus grand Tacite. L'historien Tacite est persuadé que les barbares sont meilleurs que les Romains. Ou du moins, il le dit à ses lecteurs. En fait, ce qu'il pense, c'est que Rome est en train d'entrer en décadence, et donc il faut retrouver un état primitif de la société. Un état où on est plus dynamique, plus proche de la nature, où on se méfie de l'argent, du vin, où on pratique avec une très forte modération le sexe aussi, et donc se rapprocher des Germains. Pour lui, les Germains, c'est le sommet de l'être humain. Parce que les Germains vus par Tacite sont quasi abstinents. Oui, alors il n'en a jamais vu en pratique, mais il les imagine, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils vivent dans les forêts, parce qu'ils sont loin du limès, cette frontière mystérieuse du monde romain. Ils sont forcément le contraire de ce qu'est le romain. Vous me direz qu'au 1er siècle, ça coûte pas cher de faire de l'autocritique. Quand on est romain, le danger barbare n'est pas encore extrêmement présent, ou du moins, il a été contenu, comme en témoigne, vous la décrivez longuement dans votre dictionnaire des barbares, la colonne de Marc Aurèle. Nous, en matière de représentation de Marc Aurèle, on a choisi un extrait d'un péplum que vous analysez aussi longuement. C'est la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann. Nous sommes à l'époque de Kennedy, enfin au moment de la réalisation du film, et puis au moment de la réalité des propos que tient Marc Aurèle à la fin du IIe siècle maintenant. Consul, gouverneur, vous êtes venus des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. Vous êtes issus de races différentes. Vos mœurs et vos costumes ne se ressemblent guère. Vous avez chacun votre langue et vos chants. Vous n'adorez pas les mêmes dieux. Et pourtant, comme les branches épaisses d'un chêne majestueux, vous êtes tous les ramifications d'un même tronc, puissante et tutélaire. À la surface du monde, il ne reste que 2 petits territoires qui nous soient encore hostiles. L'un est au nord et les peuplades qui l'habitent méritent à juste titre l'appellation de barbares. L'autre est à l'est, la Perse. Il n'y a qu'à ces 2 frontières que vous trouverez encore des forts, des palissades, des tranchées et de la haine. Mais ce ne sont pas là les frontières que Rome désire. Rome recherche des voisinages fraternels. Alors à l'époque de Marc Aurèle, on châtie les barbares, ça fait partie des devoirs de l'empereur, mais sans colère, parce que à terme, le barbare peut être acceptable. Le barbare, une fois qu'il est intégré à Rome, devient acceptable. Effectivement, c'est la grande force de l'Empire romain d'avoir intégré. À chaque fois qu'une conquête a eu lieu, la conquête est plus ou moins violente, mais une fois que l'intégration se fait, la différence s'estompe. On devient membre de l'Empire romain, puis à partir de 212 de notre ère, on devient citoyen romain. Alors ça, c'est l'édit de Caracalla qui mérite quand même qu'on s'y arrête en notre temps de crise migratoire, entre guillemets. D'un coup, on a intégré, 30 millions de personnes ?
Peut-être, oui. On a intégré toutes les populations qui vivaient à l'intérieur de l'Empire romain et qui n'avaient pas encore la citoyenneté, reçoivent la citoyenneté. Par générosité, nous dit le texte de l'édit, pour des raisons fiscales aussi peut-être, parce que quand on est citoyen romain, on devient un contribuable romain. Et là, l'Empire commence à avoir une grave crise budgétaire. On entre au moment de la crise du IIIe siècle. Alors, la crise du IIIe siècle, elle se manifeste aussi par la position qui devient centrale de la question barbare. Alors, au milieu du IIIe siècle, quand l'expansion s'est arrêtée, on ne sait pas très bien pourquoi, et que des fragments menacent de tomber. Il y a un article d'As, les DAS de la Roumanie actuelle, c'est les derniers intégrés et c'est les premiers qui partent. Oui, tous les derniers territoires qui avaient été intégrés au 1er et 2e siècle de notre ère commencent à lâcher. Il faut bien voir que ces espaces frontaliers au 3e siècle, c'est des espèces encore très peu romanisées, très peu tenues. Finalement, l'Empire romain ne perd pas grand-chose. Mais le choc psychologique est énorme. L'Empire romain, qui n'avait cessé de grandir depuis pratiquement un millénaire, soudainement commence à se contracter, à perdre les dernières conquêtes. Et les conquêtes de Marc Aurèle, celles de Trajan, celles des grands empereurs du passé, partent dans le barbaricum, chez les barbares. Barbaricum. Marc Aurèle avait promis, il y aura presque plus de frontières à l'ancienne. Alors, il y a un article Limès. On commence à s'imaginer maintenant, quand on est peut-être dans une situation de Romains menacés, la manière dont sont disposées les fortifications. À partir du moment où on se sent menacé, c'est-à-dire au moment où les conquêtes ne sont plus possibles, on fortifie partout. On fortifie les fronts de Germanie, les fronts du Danube, mais aussi en Égypte, aussi en Arabie. Un peu partout, on voit apparaître des fortifications quasi standardisées. C'est pas la grande muraille de Chine, mais ça devient quand même être une sorte de rideau entre le monde civilisé, le monde qui l'est pas, et un système de réseau de télégraphe optique qui permet de faire venir des troupes en cas de besoin. Ah oui, alors dans l'article Limès, il est question de ces panneaux de bois qui sont articulés pour ressembler à des télégraphes, c'est ça ? Mais disons pour envoyer des messages. Sur chaque colline, on a une série de panneaux de bois qui, en étant orientés, peuvent faire passer des messages qui semblent être relativement complexes, de façon à annoncer 50 km à l'intérieur des terres que les barbares arrivent et qu'il faut envoyer des renforts. Oui, mais enfin, c'est pas très efficace. Il y a des tours aussi, mais on pense aux tours génoises en Corse, vous savez, qui ont été mises tous les 5 km contre les barbares musulmans, mais qui servaient surtout à émettre des signaux, quoi. Oui, et puis même à l'époque de l'Empire romain, où est l'aspect militaire, où est le symbole ? On a besoin de matérialiser la différence entre Rome et la barbarie. Donc, quoi de mieux qu'une muraille, comme en Chine, comme ça avait été le cas en Égypte pharaonique, pour montrer où est la limite du territoire civilisé. L'Empire va se segmenter si il y a la tétrarchie, 4 empereurs, s'il y a un empereur d'Orient et un empereur d'Occident, c'est aussi pour être plus opérationnel. Et l'Empire va segmenter les barbares, parce que il y a ceux du barbaricum, ceux de l'extérieur, c'est ça ? Oui. Qui sont très loin, mais il y a ceux qui sont là, tout proches du limès que vous avez décrit. Alors ceux-là, on peut peut-être les acheter, les retourner, les siphonner. On peut même les inventer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une bande de tribus barbares vaincues, en situation de faiblesse, les regrouper et en faire une sorte de glacis pour protéger votre frontière. Ces gens-là vont recevoir un nom, recevoir une solde, et puis c'est comme ça qu'on voit apparaître par exemple la Confédération des Francs. Les Francs n'existent pas au IIe siècle, ils existent soudainement au IIIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont associés pour attaquer Rome, ou peut-être parce que Rome les a utilisés pour se défendre contre d'autres barbares. Et les a désignés, et a créé leur nom. Et les a désignés. On invente l'ennemi, et l'ennemi s'invente lui-même parce qu'il est au contact de Rome. Et ces barbares mercenaires retournés vont pouvoir aussi s'intégrer durablement dans l'armée jusqu'à ce que de leur rang surgisse un nombre très important de généraux. Les généraux, à partir de la fin du IIIe siècle, viennent tous du monde de la frontière. Alors un peu en deçà, un peu au-delà de la frontière, tout dépend du point de vue. Mais regardez quelqu'un comme Constantin, un Illyrien. Certains disent qu'il avait des ancêtres de l'autre côté de la frontière, tout dépend du point de vue. Vous le prenez comme un barbare, vous le prenez comme un romain. Et un certain nombre de ces empereurs tardifs vont être dans le monde de l'entre-deux. Bien entendu, ils vont faire le choix de la romanité, d'autres vont rester barbares, et eux seront des grands généraux. Deuxième partie, dernière séquence, on va aller vers la fin, mais comment situer la fin ? Peut-être les Huns y ont-ils participé beaucoup ? L'opéra de Verdi, qui a été créé à la Fenice de Venise. Ici, c'est le chœur des Huns, à la direction Claudio Abbado, avec les chœurs et l'orchestre de la Fenice de Venise.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Avec Bruno Dumézil qui a coordonné et animé un grand dictionnaire des barbares qui paraît aux presses universitaires de France. On ne considère qu'un aspect parmi beaucoup d'autres de ce grand travail collectif en parlant de Rome et des barbares. Là, nous étions au 5e siècle avec la musique de Verdi, où on entend d'ailleurs un hymne chrétien à un moment de l'opéra. Au 4e siècle, le fait nouveau de l'Empire, vous avez cité le nom de Constantin il y a un instant, Bruno Dumézil, c'est la christianisation massive. Massive, rapide. C'est ça qui est remarquable, c'est que tout l'Orient devient très rapidement chrétien et les élites occidentales, dès le milieu du IVe siècle, sont pratiquement toutes chrétiennes. Alors sans cesse, depuis qu'on réfléchit à la question, depuis la Renaissance, surtout depuis le XVIIIe siècle, on pose la question du rapport entre cette christianisation massive et la chute de l'Empire romain. La première a-t-elle une responsabilité dans la seconde? Vous insistez sur le fait que le christianisme ne s'impose pas d'emblée d'une manière unie. L'empereur Constantin est obligé de participer à la définition de l'orthodoxie, enfin de la profession de foi commune qu'on n'arrive pas à mettre au point entre chrétiens au concile de Nicée. Pendant un siècle, l'Empire hésite. Il y a plusieurs versions possibles du christianisme, plusieurs confessions, selon la place que l'on donne au Christ dans la Trinité. Et l'empereur change environ une vingtaine de fois de position au cours du IVe siècle. Alors, selon la place qu'on donne au Christ dans la Trinité, est-ce que le Père est consubstantiel au Fils? Alors, ce sont des questions qui paraissent aujourd'hui extrêmement compliquées, mais desquelles les barbares, comme les Romains, étaient assez familiers. Il y a un film formidable de Louise Buñuel qui imagine des gens d'aujourd'hui qui se promènent dans le monde d'autrefois et qui entendent les voix du passé telles qu'elles s'interpellaient. Écoutez-moi tous. Voici le dogme, la seule vérité. Il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est ni créé ni engendré. Le Fils n'est pas créé, mais il est engendré. Le Saint-Esprit n'est ni créé ni engendré, mais il procède du Père et du Fils. Le Fils et le Saint-Esprit existent de toute éternité, comme le Père. Celui qui variera de ce dogme sera déclaré hérétique. Écoutez-moi tous. Ne vous laissez pas tromper. Un Dieu unique ne peut pas être partagé en trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des noms qu'on lui donne. C'est le Père et non le Fils qui s'est incarné, qui a souffert. C'est le Père qui est mort sur la croix. Le Père est le seul Dieu. Saisissez-les. Ce chef-d'œuvre de Buñuel, c'est La Voie lactée. Il se trouve que dans la grande bataille de 378, nous sommes en Thrace, les Goths veulent une place. Ils en ont obtenu une, mais ils sont pas contents des conditions dans lesquelles elle leur est conférée. Ils dévastent la Thrace. Il se trouve qu'en 378, à Andrinople, il y a face à face un empereur, l'empereur d'Orient. Il est hérétique. Et les Goths aussi sont hérétiques. Oui, mais là, c'est vous qui me dites qu'ils sont hérétiques. La seule religion, l'orthodoxie à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'arianisme. Ah, c'est-à-dire la contestation de ce qui a été établi à Nicée. De la consubstantialité. Effectivement, mais l'empereur romain a déclaré que l'arianisme était l'orthodoxie. Donc les Goths, très poliment, se sont alignés à la religion impériale. C'est pour plaire à l'empereur Valens que les Goths sont passés à l'hérésie. Et c'est pour ça que dans la plaine d'Andrinople, effectivement, vous avez deux pouvoirs qui adhèrent à la même religion chrétienne qui s'affrontent. Et il est ratiboisé, l'empereur. Ah, l'empereur est complètement vaincu, surtout entre un tiers et deux tiers de l'armée romaine d'Orient sont tués. Oui. Et d'ailleurs, dans la mémoire collective, on lit parfois qu'il est brûlé vif. Peut-être parce que la mémoire collective est dominée par le catholicisme qui le voyait comme un hérétique. Alors comment, je dis les catholiques, mais enfin, comment ceux qui l'ont finalement emporté, ceux qui sont partisans de la même nature pour le Père et le Fils, et ceux qui sont partisans de la profession de foi de Nicée, interprètent-ils cette défaite ?
Alors pour les partisans de Nicée, ce qu'on appelle les catholiques, c'est un châtiment de Dieu, c'est évident. Un empereur qui perd face aux barbares, un empereur qui meurt face aux barbares, une catastrophe militaire la plus grande depuis l'époque républicaine. C'est Dieu qui a voulu que les défenseurs de cette confession soient tués, et donc que le catholicisme devienne la religion de l'Empire. Donc après 378, chez quelqu'un comme saint Ambroise, évêque de Milan, la solution, c'est de remettre d'aplomb les choses, de recréer l'unité entre la foi légitime, orthodoxe, et l'hégémonie romaine. Effectivement, l'empereur devient catholique, et l'empereur triomphera des barbares, dit saint Ambroise, tant qu'il sera vertueux. Ce qui donne un pouvoir considérable à l'Église, dont notamment Ambroise va faire usage. 410, maintenant, une nouvelle étape. Vous parliez du caractère inédit d'Andrinople, une grande défaite comme on n'en avait pas connu depuis l'époque républicaine. Rome va être mise à sac par un général d'origine barbare, et c'est la première fois depuis 800 ans. L'empereur à l'époque, là on est en Occident, l'empereur il réside à Ravenne. Il réside au nord de l'Italie, oui. Il est tranquille, là. Il est protégé par les marais, les murs. Pas beaucoup de risques. C'est une ville sûre, militaire. Et il sacrifie Rome. Il sacrifie Rome, sans doute pas volontairement, mais en tout cas, il n'a pas les moyens de la défendre. Et l'aristocratie voit ses biens pillés. La demi-sœur de l'empereur promise à Alaric, les femmes violées. Un téléfilm de Jean Moussel. Dans la nuit du 24 août 410, un événement extraordinaire avait bouleversé le monde. Les hordes barbares d'Alaric pénétraient dans Rome. À Hippone, en Afrique, cette chute d'une ville éternelle devait inspirer les 22 livres de la Cité de Dieu. Pendant 13 ou 14 ans, l'évêque Augustin y travaille à travers 1000 occupations et 1000 soucis. Peut-être Rome ne périra pas si les Romains ne périssent pas. Peut-être est-ce un fléau et non la ruine pour elle. Peut-être est-ce une punition et non la destruction. Ça, c'est la nouvelle interprétation, une génération après Andrinople, chez Saint-Augustin, par les chrétiens qui vont dominer dans les temps qui suivent de la fin de Rome. Rome n'est qu'un point-virgule dans le récit théologique, c'est pas du tout le point final. Si Rome n'est plus, Ah oui, parce qu'Augustin est bien embêté. Les barbares ont gagné contre un empire catholique, et pire que tout, Alaric était hérétique. Comment expliquer que Dieu ait permis ça ? La solution trouvée par Augustin, c'est de dire que les événements de l'histoire humaine sont assez anecdotiques dans le plan divin. Ce n'est pas Rome qui compte, c'est le destin de la cité de Dieu qui compte. Mais vous voyez combien est importante, Bruno Dumézil, l'interprétation par le christianisme de la chute de l'Empire romain. On voit d'ailleurs de nouveau cette thèse revenir. Quelqu'un comme Éric Zemmour nous explique que les chrétiens, c'est une secte qui a sacrifié l'Empire par désir d'accueillir l'étranger, de donner la possibilité de la foi à tous les hommes, quels qu'ils soient. Alors c'est une interprétation qui apparaît dès le 5e siècle de notre ère, chez les derniers intellectuels païens qui disent, bah oui, si Rome a chuté, c'est à cause du christianisme, mais son grand développement, c'est le 18e siècle. Avec Gibbon, le déclin et la chute de l'Empire romain, cette grande synthèse qui va faire du christianisme et surtout du catholicisme la raison principale de la disparition des vertus civiques. C'est parce que le monde romain est devenu chrétien qu'il a échoué. Qu'il a été dévirilisé. D'une certaine façon. Il est devenu trop accueillant. Maintenant, je voudrais que vous essayiez de nous aider, vous le faites dans le dictionnaire des barbares, mais à votre façon, un peu étonnante, à dater le dernier moment. Hippone, en Afrique, est assiégée. L'Afrique est perdue. Saint-Augustin meurt d'ailleurs pendant le siège d'Hippone. Ça, c'est décisif, la perte de l'Afrique. La perte de l'Afrique est une catastrophe en termes économiques, budgétaires, politiques pour l'Empire d'Occident. L'Empire s'en relèvera jamais. Et en même temps, le monde romain va continuer d'exister. Byzance existe jusqu'au XVe siècle. Attendez, avant Byzance, moi j'essaye de trouver un terminus. Alors il y aurait 476. La dernière marche de l'histoire de la saison précédente a été consacrée à la diffusion de larges extraits d'une pièce de Friedrich Dürrenmatt de la fin des années 40, Romulus le Grand. Vous connaissez pas? Non, je connaissais pas. Ben alors, c'est extraordinaire. Il est dans une villa. En fait, il était à Ravenne, le petit Romulus Augustus. Il était tout petit. Là, c'est Michael Lonsdale qui l'interprète.
Mais en tout cas, ce qui est commun à la pièce et à la réalité, c'est que Odoacre menace le nord de l'Italie. Et l'empereur, lui, pendant ce temps-là, se livre à l'aviculture. Salve César. Salut. Bon petit déjeuner. Bien, sire. Auguste n'a rien pondu? Non, rien, sire. Tibère? Les Juliens, rien. Les Flaviens? Pas davantage, sire. Ah, si, Domitien, mais votre Majesté a déclaré formellement qu'elle ne mangerait pour rien au monde un œuf de cette poule. Domitien a été un mauvais empereur, qu'il ponde tous les œufs qu'il voudra, j'en veux pas. Aux ordres de votre Majesté. Mais de qui est celui-ci? De Marc Aurèle, sire, comme d'habitude. Ah bah c'est une bonne bête, ça, elle pond très bien. Tous les autres empereurs sont des incapables. D'autres ponts à signaler? Odoacre, sire. Le prince des Germains. Oui, eh bien? Odoacre a pondu 2 œufs, sire. Ah, c'est magnifique. Et tu n'as rien à me signaler sur la poule qui porte mon nom? Oh, sire, c'est la plus douée, la plus noble que nous possédions. Le chef-d'œuvre de l'aviculture romaine. Est-ce qu'elle pond? Sire, presque. Ah bah donc elle ne pond pas. Elle est inutile à la casserole. Je désire la voir ce soir sur ma table farcie de châtaignes. Oui, dorénavant, je veux trouver chaque matin à mon petit déjeuner un œuf d'Odoacre. Il a toute ma sympathie. Il faut tirer des Germains ce qu'ils peuvent avoir de bon. C'est un principe que nous aurons à appliquer s'ils parviennent jusqu'ici. Il faut tirer des Germains ce qu'ils ont de bon. L'aviculture a à voir avec l'acculturation. Il y a un article Romulus Augustule. Il y a un article Romulus Augustule. Mais ça s'est pas passé du tout comme dans la pièce de Dürrenmatt. Pas vraiment. C'est le fils du secrétaire d'Attila, donc il est romain parce qu'il s'appelle Romulus Augustule, mais on pourrait aussi bien considérer qu'il est un barbare. Quant à Odoacre, c'est vrai qu'il le renverse, mais il n'a pas grand-chose d'une poule, c'est au contraire un grand politicien. La première chose que fait Odoacre en devenant roi d'Italie, c'est de restaurer le Colisée. Et puis il va envoyer en exil, mais de luxe, dans une île très agréable, Romulus Augustule, qui va vivre des dizaines d'années. Oh oui, Romulus Augustule est un des rares empereurs qui ne passe pas à la casserole, justement, qui a droit à une retraite dorée. Il a même sa pension de retraite, qui est connue. En tout cas, c'est pas la fin, 476. C'est pas la fin, c'est la fin politique, mais c'est pas la fin d'une civilisation. La civilisation romaine continue d'avoir une force tellement importante qu'on en perçoit les traces jusqu'au Xe siècle, peut-être. Les barbares, donc 1500 pages, combien de collaborateurs? Presque 150. Ouais. Et vous les avez pris jeunes pour qu'ils soient réactifs et que, en l'espace de 2 ans seulement, ce dictionnaire soit composé. C'est aux presses universitaires de France. Merci à vous, Bruno Dumézil. Alors dites-moi, Mathieu Vidard, alors je cite quand même nos collaborateurs, Valérie Estara, la réalisatrice, Ronan Mahé à la technique et Franck Olivard pour la préparation. Il y a une journée du suicide maintenant? Oui, c'est le 10 septembre, Jean, c'est la journée mondiale de prévention du prévention suicide. du suicide. Oui, oui, vous imaginez. Vous me rassurez. Et c'est le dossier de l'émission pour comprendre justement et aider les personnes vulnérables. Voilà, dans un instant avec Fabrice Joland, qui est psychiatre. Voilà, et nous, demain, nous parlerons de la manière dont on fait l'histoire de Mao. C'est l'anniversaire de sa mort et l'Obs le traite sur sa couverture aujourd'hui de plus grands criminels de l'histoire. Vous écoutez France Inter. Rome et les barbares. On sait, inutile de vous le répéter, chers écouteurs, l'Europe et les États-Unis n'ont pas très bonne mine aujourd'hui, alors reviennent les sinistres figures de style classique. Dans l'histoire de l'Occident, nous serions en déclin, en fin de cycle. Alors c'est le moment de revenir à l'histoire romaine, qui est la matrice de beaucoup de nos modèles d'interprétation. Ceux qui la pratiquent laissent au péplum le concept anxiogène de chute de l'Empire. Il n'y a pas eu de chute brutale, plutôt une lente glissade, et ils bannissent le mot décadence, ou alors il faut concevoir que la décadence se produise dans la surabondance. Le juste nom du monde que nous allons visiter ce jour, c'est l'Empire tardif. Rome y fait aux barbares une place qui n'est pas nécessairement celle que nous imaginons, et la fin de l'Empire, au bout de longs siècles, ne signifie pas la fin de la romanité. Pour nous accompagner dans ce voyage, Giusto Traina, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un Italien qui a enseigné à Lecce, en France à Rouen, et qui vient d'être élu à la chaire d'histoire romaine de Paris-Sorbonne. Félicitations, parce que vous êtes peut-être le premier Italien élu à la Sorbonne. Merci. J'ai employé le mot voyage parce que vous concevez l'histoire comme un voyage.
Oui, effectivement, je suis peut-être un peu nomade, un peu barbare moi-même. Et normalement, quand j'envisage un projet d'écriture, je fais les possibles pour voyager dans la mesure de mes finances, de mes possibilités, et surtout de mes contraintes professionnelles, de visiter, de voir des musées, de voir des sites, et de voir aussi qu'est-ce que ces endroits sont devenus maintenant. C'est très important de voir aussi, d'aller voir l'histoire. Normalement, par exemple, il y a une autre manière de voyager, il y a les voyageurs d'art. Donc, celui qui aime simplement s'épamer devant des beautés, des chefs-d'œuvre. Moi, je me sens plutôt touché quand, dans certains endroits, on arrive vraiment à sentir l'histoire. Et il ne s'agit pas nécessairement d'endroits toujours très agréables. Alors avant d'en venir à l'Antiquité tardive, au cœur de l'Antiquité, vous racontez une défaite que Rome a connue en 53 avant Jésus-Christ, dans un endroit que vous avez peut-être visité, c'est en Mésopotamie, ça s'appelle? Oui, c'est Kar. Donc aujourd'hui c'est Harran, en Turquie, à la frontière syrienne. C'est le thème de votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions des Belles Lettres. Les autres, les barbares, pour les Romains à ce moment-là, est-ce que c'est seulement les Gauls, les Germains et les Sarmates, ou bien est-ce que c'est aussi des gens qui constitue un véritable empire alternatif, d'une certaine manière, à celui de Rome, et qui reprend la tradition de l'Iran, l'empire parthe? Oui, mais effectivement, quand vous me posez la question, qu'est-ce qu'un barbare? On pourrait trancher tout de suite et dire on est toujours les barbares de quelqu'un d'autre. Mais effectivement, en étudiant l'histoire romaine, on se rend compte que le problème barbare existe, mais que l'historien moderne a des problèmes de définition. Finalement, le mot barbare est d'origine grecque. Pour les Grecs, un barbare, c'était quelqu'un qui n'était pas grec, qui n'avait pas la même identité. Or, pour les Romains, c'est différent. Et notamment pour les Romains qui ont commencé à bâtir un empire de la fin de la République au début du Principat. Et là, effectivement, on ne se pose plus le problème des autres peuples en tant que barbares, mais en tant que population, communauté, cité, empire, qui sont en interaction avec Rome. Il peut s'agir d'une interaction violente ou bien d'une interaction pacifique. Alors on va commencer par les interactions violentes. Vous racontez dans Anatomie d'une défaite comment en 53 avant Jésus-Christ, Suréna et ses cataphractes. Qu'est-ce que c'est des cataphractes? Oh, c'est de la cavalerie lourde. Ouais. Les Parthes vainquent le malheureux Crassus, dont le corps va être livré aux bêtes pendant que les têtes des officiers romains décapités sont exposées sur les murailles assez régulièrement. Il y a comme ça des tempêtes qui provoquent la sidération chez les Romains. Elles peuvent venir de beaucoup plus près que de l'Empire parthe. Par exemple, ici, nous sommes en l'an 9 après Jésus-Christ et on vient annoncer à Auguste une bien mauvaise nouvelle. César, pardonne-moi, mais un messager vient d'arriver de Germanie. Tu as perdu la tête? Tu n'espères pas me voir recevoir des messagers à cette heure? Mais c'est urgent, César, très urgent. Il semble qu'il y ait eu un grand désastre. C'est ainsi que tu te présentes devant l'empereur? Tu aurais pu prendre un bain. Pardonne-moi, César. J'ai chevauché 4 jours, je n'aurais jamais pensé... À quelle légion appartiens-tu? J'étais avec la 19e. Tu étais? Pourquoi? Aurais-tu été muté? Non, César. La 19e Légion n'existe plus. Pas plus que la 18e ou que la 17e. Toute l'armée de Quintilius Varus a été massacrée dans la forêt de Teutoberg. Il ne reste plus rien entre les tribus germaines et les provinces de la Gaule. Massacrée? Il n'y a plus d'armée romaine en Germanie. Et les Germains ont fait des prisonniers? Oui. Ils les ont enfermés dans des cages d'osier et les ont fait brûler vifs.
Extrait du téléfilm d'Herbert Wise. Claude, moi, empereur. Ah bah les Germains déjà, ils ont mauvaise réputation. Ils brûlent vifs leurs captifs. Oh, les Romains aussi étaient pas mal cruels. Mais effectivement, on venait d'évoquer le problème du péril asiatique, donc avec les Parthes et l'Iran. Mais effectivement, quand on parle des barbares, normalement, on envisage tout de suite, surtout, les populations d'origine germanique ou des gens donc qui parlaient une langue indo-européenne comme la nôtre, qui n'était pas totalement différent par rapport aux populations celtiques et qui, à partir d'un certain moment, ont créé un véritable problème. Là, vous évoquez les désastres de Teutobourg, en 9 après Jésus-Christ. Et effectivement, il s'agit exactement comme la bataille des Cars qui a bloqué l'avancée romaine en Mésopotamie. Teutobourg a donné fin à l'expansion d'Auguste vers la Germanie. Mais comment les frontières s'établissent-elles? On imagine des murs, parce qu'il y a le mur d'Adrien dans la Grande-Bretagne actuelle, mais il faut penser que les frontières sont peut-être plus poreuses que cela. Mais oui, bon, dans le cas de Teutobourg, la frontière était les Rhin. Et le Danube aussi a joué le rôle de fleuve frontière. Mais effectivement, la construction d'une architecture linéaire, notamment à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, dont on voit encore les traces, pas qu'au Royaume-Uni, mais aussi, par exemple, en Afrique, a fait effectivement rêver les savants. Et au XIXe siècle, on avait encore une idée que ces murs étaient une sorte de barrière imperméable contre les barbares des extérieurs, et justement pour permettre à l'Empire romain, avec toute sa confédération des provinces et des cités, de vivre en paix en dehors de cette confusion. Alors que les Romains cherchaient à faire pénétrer leurs produits dans le barbaricum et que les barbares introduisaient la fourrure, qui a des avantages que la toge n'a pas toujours, ou l'ambre de la Baltique, et bien d'autres produits. Et c'est comme ça, la porosité étant beaucoup plus grande qu'on ne le croit, que se créent des échanges et que les barbares vont trouver peu à peu un rôle économique dans l'Empire romain. Au moment de l'exposition du Palazzo Grassi, dans votre chère Italie, c'était en 2008, voici ce qu'on disait sur les écrans de France 2. Ils avaient besoin d'ouvriers, ils avaient besoin de paysans, ils avaient besoin de gens dans les armées. Et donc, effectivement, ils les accueillent très volontiers, ils essayent même de les intégrer. Au début, les intégrer, ça veut dire leur donner un CDI version esclave. Cette main-d'œuvre est abondante. Et de plus, elle est gratuite. Mais de gratuite, elle va passer à bon marché. Rome a beau ne pas aimer les étrangers qui arrivent, Rome n'est pas bête et va les utiliser pour les travaux pénibles et mal rémunérés. L'immigration, c'est l'histoire d'une méfiance éternelle. Ils se sont mariés sur place, ils ont échangé sur place. Effectivement, les barbares se sont peu à peu acculturés et donc sont rentrés dans la civilisation, ou en tout cas dans les modes de vie romains. Les barbares ont fini par s'intégrer au petit commerce, au petit profit. Des hommes d'ailleurs qui survivent avec des petits boulots, qui consistent à vendre des petits objets aux passants. 2000 ans plus tard, l'histoire comme un écho. Ça va, c'est quand même femme de ménage, ou femme tout court, ou bien artisan, ou bien soldat. Soldat, surtout soldat. Et effectivement, à partir d'un certain moment, les Romains ont toujours utilisé des troupes auxiliaires. Notamment parce que la Légion avait une conformation particulière liée à l'organisation de la cité de Rome, donc de la communauté, qui était fondée donc sur la infanterie lourde. Et afin d'être plus performants sur le champ de bataille, ils avaient besoin des spécialistes. Alors, par exemple, déjà à l'âge républicain, on recrutait des frondeurs, donc des tireurs de fronde qui venaient des îles Baléares, ou des cavaliers d'Afrique, ou encore des archers d'Orient.
à partir d'un certain moment, et notamment avec les réformes de l'empereur Adrien, donc de 117 à 138 après Jésus-Christ, les auxiliaires ont commencé à s'intégrer de plus en plus dans l'ensemble de l'armée romaine, et en déclenchant un processus qui a fait parler des barbarisations de l'armée, mais c'est un terme peut-être excessif, mais qui effectivement a permis l'intégration de spécialistes, voire de mercenaires, dans l'ensemble du dispositif militaire de l'Empire. Marchands, artisans, Monsieur Traïna, soldats, auxiliaires, colons aussi, qui ne méritent pas de rester esclaves, se pose donc la question du statut de ces barbares. Nous sommes avec le film La chute de l'Empire romain, donc voici un extrait à la fin du IIe siècle, après le règne de Marc Aurèle, qui a dû se porter sur le front face aux barbares plus souvent qu'à son tour, débute ce qu'on appelle l'Empire tardif. Il faut transformer ces amis que vous me reprochez en citoyens pacifiques. Confions-leur pour les cultiver nos terres abandonnées. Non seulement ils produiront de quoi se nourrir eux-mêmes, mais je vous le certifie, plus tard ils enverront des vivres à Rome. Oui, je suis d'accord, qu'ils cultivent ces terres, qu'ils produisent des vivres, mais comme esclaves. C'est ainsi que nous avons toujours fait. Non, parce qu'aujourd'hui il n'est plus avantageux d'avoir des esclaves. Les esclaves produisent moins que les hommes libres. Cherchons donc ce qui est à la fois profitable et juste. Accordons à ces gens le plus grand bien qui soit. Ne leur refusons pas le droit de jouir de la liberté romaine. La nouvelle se répandra dans le monde que Rome les a admis comme des égaux, et c'est seulement alors que nous aurons nos frontières humaines. La paix romaine que Marcus Aurelius avait promise. Marc Aurèle, qu'on citait tout à l'heure. Alors la question de la citoyenneté de ces barbares. Oui, la scène de ce film se passe justement au moment de la mort de Marc Aurèle, dans 180. Et il faut dire que sous cet empereur, il y avait eu une grande épidémie, donc qu'on appelle la peste de l'époque des Antonins, qui avait créé des problèmes de sous-peuplement à l'intérieur de l'Empire. Ceci a entraîné la déportation, voire le transfert de certaines populations. C'est grosso modo comment on vient d'écouter. Mais ceci a commencé à développer un débat juridique qui avait commencé depuis longtemps, surtout sur l'intégration. Au début, on ne parlait que de l'intégration des élites. Maintenant, on commence à parler de l'intégration des populations entières, et c'est ce qui amène, avec un processus qui a duré même pas un demi-siècle, à l'octroi de la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire, sauf des petites communautés trop barbares pour être totalement romanisées. 212, l'édit de Caracalla. Alors vous dites que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Enfin, ça a été quand même au prix de beaucoup de discussions. Les barbares, aux yeux d'un certain nombre de sénateurs, toujours un extrait de la chute de l'Empire romain, faisant figure à plus d'une fois de bouc émissaire. Sénateur de Rome, Caius Metellus Livius a demandé que nous, Sénat romain, nous accordions à des barbares, à des sauvages, la qualité de citoyens romains et des terres romaines. Que nous traitions ces égorgeurs nomades comme des frères et des égaux. Et que ferons-nous à l'égard des autres provinces? De la Gaule, si loyale envers nous, de la Syrie, de l'Égypte qui nous ravitaille en grains. Si nous faisons des Romains de ces barbares, pourrons-nous refuser cette faveur aux autres peuples? Que deviendra le prestige inestimable attaché à la qualité de citoyens romains? Nous sommes des guerriers, crucifions les chefs, vendons les autres comme esclaves, et qu'ils apprennent une fois pour toutes ce qu'il en coûte de se dresser contre Rome. Dans une hutte, on a grandi. Depuis tout jeune, on prend des nions. La
L'acier tranchant, c'est notre vie, et nos loisirs, c'est la baston. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. Zrak le berserk était un abruti, il s'énervait quand on pillait. Il frappait aussi bien sur les amis, mais c'est pas grave, on lui rendait. Gourga le haut était immense, il cassait les arbres en toussant. Il sautait par-dessus les granges, en piétinant les gens, c'était marrant. Kirn le véloce était rapide, il doublait les fauves en courant. Il parcourait la plaine de Cride en 20 minutes et encore il y avait du vent. C'est en marchant dans les entrailles que les barbares vont à l'assaut. Et par le fer des haches de bataille, tailler la chair et broyer les os. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Alors en ouverture de notre deuxième partie, on va entrer là vraiment dans l'Antiquité tardive, 4e, 5e siècle. Notre thème aujourd'hui étant Rome et les barbares. C'était une production du donjon de Naheulbeek. Le donjon de Naheulbeek, c'est un groupe qui, issu de l'univers des jeux vidéo, produit des séquences audio brèves et fortes, vous voyez, tranchantes comme la hache. Vous comptiez, Justio Traina, nouveau professeur élu à la chaire de civilisation et d'histoire romaine de Paris-Sorbonne, mettre en exergue une phrase de votre composition. Oui, bon, autrement dit, un barbare ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. Oui, mais si vous chiffriez plus précisément, monsieur le professeur, il y a peut-être 50 millions d'habitants dans l'Empire à tout casser. Il y a combien de barbares autour ? Ah oui, 5-10% de la population de l'Empire ? Alors, il y avait aussi évidemment un élément de barbarie interne. Parce qu'on a toujours l'habitude de penser à ces peuples qui étaient à la frontière, donc c'est une image assez courante dans la littérature de l'époque, qui est aussi une littérature qui commence à faire transpirer de l'angoisse. Parce que les barbares étaient au centre du massif romain. Oui. Mais autour, et à partir d'un certain moment, nous commençons à voir le début du processus que dans la tradition latine, française, italienne, espagnole, est considérée comme la période des invasions. Et que nos amis les Allemands appellent plutôt l'époque des grandes migrations. Alors ça, c'est le 4e, 5e siècle. Les grandes migrations, ce sont des barbares qui, une fois avoir utilisé des terrains et s'étant aperçus qu'ils étaient suroccupés, la densité devenant trop forte, vont ailleurs et en poussent d'autres. Dans d'autres cas, il y a aussi des mouvements de population de l'intérieur qui obligent des communautés entières à se réfugier là où il y a effectivement un État qui fonctionne bien, c'est-à-dire l'Empire romain. Les uns vont pousser les Goths vont entrer. Oui, dans l'Empire romain. Oui. Et effectivement, dans certaines périodes, l'Empire romain, au IIIe siècle, dans la période des grandes crises, ces vagues ont commencé à se mettre en place et l'Empire a dû, à un moment donné, élaborer des stratégies de réaction qui ont amené même à la constitution d'empires satellites, comme l'Empire gaulois, par exemple, au IIIe siècle. Mais après la Restauration
et la mise en place d'un nouveau dispositif administratif et militaire à partir de Dioclétien en 284, la menace de ce peuple semblerait être étouffée, et on a toujours besoin des communautés pour cultiver les terres qui ont été abandonnées après la période des crises, et de l'autre côté, des mercenaires, voire de militaires effectifs pour renforcer les rangs de l'armée. Je prends 2-3 dates dans cette période dite des grandes invasions chez nous autres, Italiens comme vous, ou Français. 378, quand je parlais des Huns qui poussent les Goths, fuyant se soulèvent, dévastent la Thrace, l'empereur Valens se porte vers eux, il est défait, il est tué. Et alors là, on constitue une sorte de petit empire goth à l'intérieur de l'empire romain qui va avoir son autonomie. On donne aux Goths des territoires dans les Balkans. Et oui, mais c'est la bataille, vous évoquez la bataille d'Andrinople, donc c'est le 9 août 377 qui est, disons, le point final d'une période de conflits qui ont duré 2 ans. Et qui montre aussi la faiblesse de l'Empire devant des populations qu'on considérait comme des hommes de seconde catégorie. À partir de ces moments, on commence à comprendre qu'il faut changer de stratégie. C'est l'empereur Théodose Ier, donc Théodose le Grand, qui cherche à mettre en place une politique d'intégration des Goths, et qui a un certain succès et qui est destiné à échouer après la mort de Théodose et le partage de l'Empire en 2 parties, à partir de 395. Je prends une autre date, 428. Vous avez consacré tout un livre à 428, il se passe rien. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Effectivement, on pouvait choisir d'autres dates charnières. Donc 410, le sac de Rome, là, il s'est passé quelque chose. Ou 476, la chute de l'Empire d'Occident. Et moi, je préférais parler d'une autre chute. Donc le royaume d'Arménie, qui effectivement a eu fin en 428 après 6 siècles de vie, un royaume qui théoriquement devait être considéré comme quelque chose de très marginal par rapport à la réalité de la Méditerranée, et qui finalement a joué toujours un rôle primordial dans le grand conflit entre Rome et l'Iran, et cela a entraîné une sorte d'effet domino que je me suis attaché à montrer dans ce livre. Mais ce que vous montrez aussi, c'est la pluralité de figures brillantes chez les hommes, mais aussi chez les femmes. La décadence joue dans la surabondance. Allez, la dernière date, 476, le siège de César. Vous parliez de l'Empire d'Italie. Laissons de côté Constantinople, qui maintient à sa manière la romanité, a été transféré au nord du pays, à Ravenne. Il est occupé par un gamin, Romulus Augustule. La garnison de Rome a fait serment d'allégeance à Odoacre. Ils se rangent tous du côté des Goths. Nous chasserons les envahisseurs. Odoacre n'est pas qu'un simple barbare. Ah non ? Non, c'est devenu un politicien d'une grande acuité. Dorénavant, il a le Sénat de son côté. Romulus. Tu veux dire César ? César est un mot qui appartient au passé. Aujourd'hui, il n'y a plus de César. Rome est tombé. Depuis 10 ans, j'apporte mon soutien à Rome. 10 ans ! Et je réclame ce qui me revient. Qu'est-ce qui te revient, général ? Le tiers de toute l'Italie. Au fond, ce qui se constitue, c'est une myriade de royaumes. Oui. Qui gardent la romanité. Alors, sur le plan juridique, théoriquement, après 476, il y a toujours une autorité. C'est l'empereur d'Orient, qui siège à Constantinople. Mais la réalité est fort différente. Donc il y a une essence de véritables royaumes, on les appelait autrefois les royaumes romano-barbares. Ce sont des royaumes germaniques qui étaient déjà installés sur place. Le grand choc, c'est justement la perte du premier centre de l'Empire romain,
à savoir l'Italie. Mais il y avait déjà une installation de Visigoths en l'Espagne, dans la France atlantique, dans le côté de l'Armorique. Donc, et évidemment toute une présence des Francs. Les 476, c'est une date qu'on a voulu établir comme charnière, mais c'est une date qui a une signification tout à fait administrative. Et pour dire une boutade, finalement, on pourrait dire, mais quand est-ce que l'Empire romain a vraiment été éliminé? Bon, la réponse est 1806, quand Napoléon a décidé éliminer les titres d'empire sacré et germanique. Donc, vous qui insistez sur la longue durée, vous diriez que l'Empire aboli à Vienne en 1806, c'est la poursuite de l'Empire d'Occident. L'Empire d'Orient, Constantinople, il a duré jusqu'au milieu du XVe. Et puis, continuons sur la continuité, le christianisme qui s'est beaucoup installé, il a perduré. Parce que quand Saint-Augustin a pris le sac de Rome, il n'était pas désespéré, il était chagriné. Il n'était plus absolument obligatoire pour le christianisme d'être lié à la cause de l'Empire romain. Oui, en même temps, Saint-Augustin est mort en Afrique à l'époque de l'occupation vandale. Donc c'est juste c'est l'une des provinces les plus riches de l'Empire romain qui est détachée, et les Vandales en profiteront pour occuper l'Afrique, plutôt la Sicile, et aussi de faire 2 sacs de Rome qui sont peut-être moins connus que celui de Visigoth en 410, mais qui ont été aussi sanglants et dangereux. Tout ça, c'est quand même vécu dans la souffrance et la violence, osons le dire, juste au Traina. Mais n'oublions pas que les Vandales aussi étaient des chrétiens. Bon, c'est vrai, c'était des hérétiques parce que ça leur permettait comme ça de saccager des églises, catholiques sans aucun problème. Mais c'est un moment où le christianisme devient un véritable bouillon de culture universelle. Alors, en exergue, tout à l'heure, vous citiez une phrase que je ne vais pas répéter. Un barbare, ça va quand il y a trop de barbares. Allez, je trouve une autre phrase issue de l'Ecclésiaste que vous aimez, comme François Mitterrand. C'est en exergue de votre livre Anatomie d'une défaite, aux éditions des Belles Lettres, Justo Traina. Un âge va, un âge vient, et, allez, je dis la suite. Eh oui, et tout est vanité. Eh oui, et la terre tient toujours. Et bonsoir, Ali Rebéi.